Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à Open Source Experience. On est ravis d'être parmi vous pour cette table ronde qui s'intitule Adoption, contribution, OSPO, point d'interrogation, parce qu'en fait, on va parler de beaucoup de choses. Qui sommes-nous? On est tous des membres actifs de l'association TOSIT. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous témoigner les avancées, les chemins qu'ont commencé à emprunter ou qu'empruntent en ce moment différentes sociétés qu'on va retrouver sur l'association TOSIT vers l'open source en général. Et donc, certains d'entre nous, par exemple, ont formalisé des OSPO, d'autres pas. Certains reversent des logiciels, d'autres pas. Donc voilà, différents témoignages. C'est ce qui devrait faire la richesse de cette présentation. Donc on va faire un tour de table et présenter un petit peu ce qu'on fait dans nos différentes sociétés. On va essayer de faire ça assez rapidement, donc on va survoler les sujets. Et puis après, on passera vraiment en mode table ronde, et l'idée, c'est d'avoir un échange avec vous. Donc, alors si vous avez regardé le programme, Cécile n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et du coup, on remercie très fort Yann qui la remplace, côté Pôle emploi. Et pour le tour de table, je vous propose de commencer. Du coup, moi, je travaille chez SNCF Connect and Tech. Donc, je ne vais pas parler pour toute la SNCF et je ne rendrai pas justice à tout ce qui se fait à la SNCF en grand. Mais côté SNCF Connect and Tech, je peux vous dire qu'il n'y a pas de, typiquement, il n'y a pas d'OSPO aujourd'hui formalisé, mais ça ne nous empêche pas d'avancer et de différentes manières, via différents chemins vers l'open source. Et donc, c'est ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui. Alors, la première tendance, la première chose qu'on a vécue un peu ces dernières années, c'est le passage de consommateur open source, simple consommateur, à producteur. Alors la consommation, l'adoption de technologies open source, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été un sujet dès la création de la filiale voyagesncf.com en 2000. On a utilisé énormément, des dizaines, je pense des centaines de briques open source, de communs numériques. Ensuite, c'est devenu oui. Encore dernièrement, avec SNCF Connect, on a investi, on a choisi des technologies open source, parfois qui étaient assez émergentes il y a encore 2 ans, comme Flutter. Et le pas en avant qu'on a fait ces dernières années, c'est le passage à producteur d'open source, reverser des évolutions des logiciels. Donc à partir de 2015, on a commencé à reverser à la communauté des évolutions, des modifications de logiciels existants par le biais de forks. Et puis on s'est mis à reverser des logiciels complets, des logiciels qui avaient été créés en interne, qu'on utilise en production. Il y en a eu plusieurs, il y en a qui ont bien fonctionné, des communautés qui ont émergé, d'autres moins. On a beaucoup appris, ce n'était pas du tout évident pour nous. Il y a des défis techniques, il y a des défis juridiques, il y a des questions RH, même des questions de marque employeur. Je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais je vous invite à venir voir la présentation de Florian Caringi pour BPCE et avec l'Inagora tout à l'heure, qui traite justement de la mise en place de ces reversements et les enjeux et les défis que ça peut poser aux entreprises. Nous, on a notamment une plateforme qui a bien fonctionné de ce point de vue-là, qui s'appelle TOC, qui a déjà été présentée à Open Source Experience. Et en fait, après le reversement en lui-même, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une plutôt belle histoire. Ça nous a apporté un petit peu de notoriété. On a eu des prix, des récompenses de la communauté, différentes choses. Ça, ajouté au fait que nos premiers projets, les projets métiers qui se développaient en parallèle de ces communs open source, comme ces projets ont été des succès, du coup, ça a permis de structurer des filières, de voir de nouveaux besoins latents s'exprimer, démarrer des nouveaux projets, avoir aussi plus de moyens et pouvoir faire de plus en plus de choses autour de ces plateformes qu'on avait reversées. Notamment, organiser des hackathons, mettre en place des plateformes publiques pour la communauté, apporter du support aux utilisateurs, aux fournisseurs, aux contributeurs, et donc se donner les conditions d'avoir des communautés qui émergent, communautés d'utilisateurs, un vrai écosystème avec différents fournisseurs, et puis une contribution régulière. Et donc ça fonctionne bien, et on n'a aucune raison de revenir en arrière, bien au contraire, c'est quelque chose qu'on veut accentuer. Une autre tendance qui est née de l'open source et qui est très structurante et importante pour nous, c'est l'inner source. Donc l'inner source, il y a quelques années, moi je ne connaissais pas le terme, on parlait d'open source interne. C'est en fait, plus qu'adopter les solutions, les technologies open source, ça va être adopter la culture et les pratiques open source pour des projets internes à l'organisation. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu commencer à pousser, à mettre en place, à encourager à partir de 2016 avec ce qu'on appelle la transformation DevOps. Et donc, de même qu'on a réorganisé les équipes, qu'on a essayé de casser un peu les silos entre les métiers techniques et les silos entre les équipes,
Donc l'inner source, c'est sortir un peu du modèle des équipes interdépendantes qui sont un peu en mode guichet les unes par rapport aux autres, qu'elles puissent avoir accès au code les unes des autres, proposer des contributions. Ça, on a essayé de le pousser dès 2016. Ça a fonctionné à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Il y avait encore beaucoup de freins. Et du coup, en 2021, quand on s'est lancé dans le développement de SNCF Connect, en repartant d'une page blanche, eh bien, là, on a fait un vrai pas en avant en adoptant ce qu'on appelle un monorepo, c'est-à-dire un dépôt de source unique sur lequel on s'est vite retrouvé avec 200 développeurs et 200 profils techniques de développeurs natifs iOS, Android, du back-end, du web, les spécialistes de l'infra as code, etc. Tout ce petit monde-là sur un seul dépôt de source. Donc évidemment, ça a posé un certain nombre de défis pour intégrer les contributions de tous ces développeurs. Donc on s'est rapidement mis à systématiser les principes de merge request, de code review, les pipelines lançant des tests end-to-end automatisés, tout un tas de choses dont en fait on a pu avoir les idées, on a pu être inspiré par ce qui se fait dans les communautés open source et les gros projets open source. Donc on travaille encore beaucoup ces workflows, mais c'est un vrai succès pour le moment et ça nous a permis de vraiment accélérer nos développements et nos déploiements, d'aller progressivement vers le déploiement continu. Aujourd'hui, sur SNCF Connect, on est à une map majeure, une vraie map avec des fonctionnalités chaque semaine, et c'est quelque chose qu'on est encore en train d'accélérer. Mais voilà, c'est notamment grâce, en s'inspirant des modes de fonctionnement des projets open source. Je vais aller beaucoup plus vite sur les deux derniers points, mais c'est important de les mentionner. La création de verticales métiers, typiquement comme OpenRail en 2019, et puis dans d'autres domaines, on pourrait parler d'LF Energy et d'autres choses. La création de verticales métiers, c'est aussi une tendance et quelque chose qui émerge de la culture open source et de l'expérience positive qu'on a de projets open source. Donc en l'occurrence, là, ça touche au logiciel embarqué ou le logiciel qui est associé au matériel ferroviaire. Et donc, il y a des nouvelles collaborations qui se mettent en place. Et on peut même commencer donc on peut appliquer en fait les principes de l'open source à du matériel et du logiciel métier comme ça, mais également aller jusqu'à parler des spécifications du matériel ou de la documentation et les traiter comme de l'open source. Et je fais juste une petite publicité en passant. Si vous n'avez pas vu cette conférence, elle a été extrêmement inspirante. C'était il y a quelques semaines à DevFest. Ça s'appelle « Le futur de la médecine sera open source ». Et justement, ça fait le lien avec les principes d'open hardware et comment on peut appliquer l'open source à de plus en plus de choses. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est des gens qui ont créé des respirateurs Covid en open source avec des specs open source pour que ça puisse se diffuser dans le monde. Et un dernier point, mais alors là je ne voudrais pas basculer non plus dans de l'idéologie et faire trop de raccourcis, je n'ai pas du tout le temps de traiter ce sujet qui est passionnant. Il y a le thème ce qu'on appelle parfois le numérique responsable, qui est de plus en plus mis en avant, et puis les principes de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. C'est de plus en plus dans l'air du temps, c'est de plus en plus mis en avant. Et en fait, même si parfois ça peut ressembler à des mots valises, et selon les gens auxquels on s'adresse, ils vont mettre différents concepts derrière, quoi que vous mettiez dedans, ça peut être intéressant de vous poser la question du lien, des atouts que peuvent apporter les approches open source et le développement communautaire sur ces différents sujets. Donc nous, globalement, on voit de plus en plus de raisons de continuer sur ce chemin de l'open source, notamment avec ces nouveaux prismes. Voilà, j'ai été un petit peu long. Je vais passer la parole à Philippe pour Enedis. Merci. Tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et tous. Comment on passe ? Les flèches. Ok. Donc, Philippe Tressard, donc, je travaille à la DSI Enedis. Je suis architecte data et je m'occupe aussi de la mise en place d'un OSPO à la DSI Enedis. Et c'est à ce titre que je vous témoigne mon retour d'expérience à ce sujet. Donc, je vais être très rapide parce qu'en 5 minutes, on ne va pas avoir le temps de détailler. Je vais lancer des points. Si vous êtes intéressé, je vous invite à revenir sur le stand de Tosit, c'est A20, je crois, auquel on pourra détailler. Et je pense que c'est très intéressant si
si on a des sujets communs. Voilà. Alors, un petit peu d'histoire, hein, très rapidement. La DSI, hein, il y a 2 grands jalons qui sont intervenus. Le premier, hein, c'est en 2016 où on est passé open source first. La DSI Group, en fait, a lancé je dirais un pavé dans la mare en disant il faut baisser l'empreinte éditeur. Et il a imposé à tous les projets de proposer une solution open source dans les architectures qu'il y avait. Donc une démarche très volontariste qui a commencé à booster l'open source. Et en fait, les écarts, les projets devaient se justifier des écarts lors des comités d'architecture. Donc ça a permis de booster la chose. Le point qui est aussi important, c'est qu'on a mis en place un marché de support externe pour enlever un petit peu les réticences vis-à-vis des projets. Hein. Les projets étaient habitués à utiliser des logiciels éditeurs et sans support, ça leur faisait peur. Donc on a mis au niveau du groupe, on a mis un marché externe pour justement donner confiance dans l'open source. Ça a permis aussi de reverser le code corrigé. C'était une contrainte dans ce marché. Et puis on avait des études d'éveil grâce à ce marché. Tout ça, c'est comme le montre là le petit schéma de droite, hein, sans rentrer en détail, mais il y a vraiment l'open source a vraiment décollé, que ce soit de l'open source gratuit ou payant. Ça a vraiment démarré, et alors surtout dans l'infrastructure et les services d'exploitation, mais on a fait aussi un REX au niveau de toute la DSI, et c'est un REX qui a été très positif, avec un très bon ressenti sur la fiabilité et sur la disponibilité de l'open source. Suite à ça, notre DSI a dit bon, ben, c'est très bien, maintenant on change de braquet et on devient open source ready. L'objectif, hein, c'était de conforter, d'industrialiser tout ce qui était l'usage de l'open source et de renforcer la gouvernance. Et c'est à ce titre qu'il y a vraiment une équipe qui a été créée pour former un OSPO à la DSI Enedis. Tac. Très rapidement, je n'ai pas tout détaillé, mais en fait, avec l'équipe de l'OSPO, ce qu'on a fait, nos principales missions, je dirais cette année, ça a été déjà de créer un référentiel des open source. Donc on a à peu près 200 logiciels open source et tout est référencé, catalogué. Et on a mis aussi une gouvernance, c'est-à-dire un nouveau produit qui rentre dans ce catalogue. On vérifie sa robustesse, etc. On met la cyber aussi qui intervient dans ce process. Donc on a aussi renouvelé le support, parce que le support, on l'avait pendant 3 ans, donc on l'a renouvelé. Donc on reverse du code, ça sécurise les projets. On peut faire des veilles, des études, des POC derrière tout ça. Alors un point important, c'est on a mis en place une communauté, ce qu'on appelle d'ambassadeurs. C'est un point très important. On se rencontre environ toutes les 6 semaines, et c'est un relais vis-à-vis de tous les principaux métiers. Donc il y a un ambassadeur par unité, par pôle, et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que nous, on remonte des informations, eux, ils nous remontent des problématiques, et on essaie, lors de ces comités, de décider ensemble, collégialement, des décisions importantes, ce qui fait qu'il y a un bon niveau d'acceptation au niveau de notre OSPO. On a mis en place aussi des newsletters, on a différents canaux de communication.
Un point aussi important, c'est tout ce qui est risque juridique et obligations liées aux licences. Donc là, je ne vais pas très détailler. Il y a une conférence demain en début d'après-midi sur Hermine. Hermine un an après. Si vous êtes intéressé sur ce sujet, on va vraiment le détailler. Bien entendu, le TOSIT, c'est un axe hyper intéressant pour partager des REX, lancer éventuellement des nouvelles solutions. Donc ça, c'est quelque chose de très riche. Et puis, un objectif qu'on commence à regarder plus en profondeur, c'est que l'open source qui est déployé chez nous, c'est surtout de l'infrastructure, des services d'exploitation. On veut s'orienter maintenant plus sur de l'open source métier, donc la géomatique, le big data, BI, etc. Donc sur des choses plus proches des métiers. Et puis il y a le Green IT aussi, on en parle tous, sur lequel on va commencer à regarder. Donc voilà mon témoignage. Bonjour, Cyril de la Société Générale. Moi, je suis en charge de la communauté des architectes techniques à la Société Générale. Et je sers aussi du coup de proxy français à l'OSPO et je vais vous dire pourquoi. Alors, Société Générale, comme j'imagine tout le monde, on a fait le constat, il y avait de l'open source partout, nos développeurs utilisaient de l'open source, nos développeurs contribuaient à l'open source de leur côté depuis déjà des années. Mais on s'est vraiment organisé de manière beaucoup plus formelle et au niveau groupe à partir de 2016. Et véritablement, on a posé une ambition, une stratégie à partir de 2017. 2017, ça correspond à une phase où la Société Générale a poussé fortement, a communiqué même au marché sa stratégie digitale, sa stratégie à 5 ans. Et c'est dans ce cadre-là que l'open source faisait partie intégrante de la stratégie digitale de la Société Générale. Et à ce titre-là, nous aussi, on a utilisé le motto, j'imagine, qui était assez en vogue à l'époque, d'open source first, pour renforcer, donner un véritable sens, une mission et des ambitions un peu plus quantifiées sur l'utilisation de l'open source à la Société Générale. Et notre ambition s'exprimait sur le use, contribute et attract qui reste encore valide aujourd'hui. La locomotive finalement de cette phase de transformation et passage à l'échelle sur l'open source, ça a été la migration vers Postgre. Voilà, pour des raisons d'indépendance aussi vis-à-vis d'autres distributeurs de bases de données. Et on a voulu une migration à l'échelle. Donc on a créé une Migration Factory pour pouvoir passer des dizaines et des dizaines de projets sur le Postgre. Ça permet d'avoir un discours très facile auprès des dirigeants de la Société Générale, les dirigeants d'une banque donc, puisque cette initiative seule justifiait d'un ROI largement positif et donc voilà, ça a beaucoup tiré et ça a permis de mobiliser vraiment le senior management de la Société Générale sur l'open source, de les sensibiliser jusqu'à faire coder le DG de la Société Générale sur du Python. Voilà, un jour. Bon, c'est des actions de com, mais ça permet vraiment de les sensibiliser. On a inscrit sur l'agenda l'open source au plus haut niveau de la Société Générale à ce moment-là. C'était l'époque où on a commencé à s'inscrire dans les associations, donc le TOSIT dont on parle, mais aussi l'initiative Software Heritage, dont vous pouvez voir qu'elle est présente aujourd'hui au stand INRIA, donc n'hésitez pas à aller les voir. On a mis en place le GitHub, je dirais, niveau groupe Société Générale, et pareil, on a structurer la façon de contribuer et lancer les premières contributions, je dirais, officielles Société Générale à cette époque-là. On est passé à l'étape d'après, vers 2020, où on a décidé véritablement d'institutionnaliser le mode programme dans du run, donc avec la création d'un OSPO. Encore une fois, avec cet objectif de démarche assez industrialisée,
Et donc, on l'a voulu colocaliser avec la Migration Factory qui avait fait le succès de la phase précédente. Donc, notre SPO, il est situé en fait à Bangalore. Et c'est lui qui tire maintenant l'ambition Société Générale sur l'open source. Et moi, j'en suis son représentant français, donc. Du coup, on a élargi le panorama des associations auxquelles on participe. Donc, on a participé depuis cette année à la Linux Foundation et Finos. Finos, c'est une association spécifique sur l'open source pour les banques, assez internationale, assez anglophone. Mais voilà, ça nous permet aussi de partager d'autres visions. Ce qu'on continue à faire pour renforcer ce message d'utilisation de l'open source et structurer de plus en plus notre démarche et encore une fois l'industrialiser, à présent on mesure la quantité d'open source, de logiciels open source qu'on va retrouver dans nos applications. L'objectif, c'est de pouvoir quantifier, se donner des ambitions chiffrées sur à quel point nos softwares, nos applications sont open source compliant. Open source. Et enfin, ce qu'on a beaucoup développé aussi depuis ces dernières années, c'est la gestion des communautés à l'intérieur de la Société Générale, en mobilisant des ambassadeurs à travers des guildes, en identifiant les développeurs actifs et en leur proposant, je dirais, des parcours qui peuvent aller jusqu'à des certifications. Alors pour la suite, toujours question de démarche industrielle, c'est un peu notre ADN, Société Générale dessus. On s'est rendu compte, comme beaucoup de nos pairs je pense, qu'on a besoin d'industrialiser nos pratiques sur la gestion de la sécurité, donc Log4j est passé par là, sur la gestion des licences, sur la compliance de nos opérations aussi, et industrialiser ces fonctionnements-là reste notre défi sur lequel on travaille aujourd'hui. On va développer aussi les synergies. On a un énorme programme de migration vers le cloud sur lequel on revoit une bonne partie de nos applications. On essaye de l'infuser à l'open source aussi, de manière à pouvoir embarquer cette transformation également en même temps. Et bien sûr, le défi, toujours collaborer, contribuer de plus en plus à la Société Générale. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et voilà, je rends la main à Orange. Il est trop gros, merci. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. Alors, je suis désolé, je n'ai pas préparé de slide. Donc ça va être semi-impro. Alors moi je suis Nicolas Toussaint, donc effectivement je travaille à Orange et j'ai les deux pieds et les deux mains dans l'open source depuis une dizaine d'années chez Orange. Donc je voudrais... Alors, avant de commencer, je vais brosser un petit peu l'état de l'open source chez Orange, un peu les différentes structures qu'on a. D'abord, c'est pas simple. Avant, je voudrais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit. On entend beaucoup que l'open source est souhaitable, ça devient une évidence. Je crois que la description de la conférence, c'est de plus en plus évident. On utilise de l'open source. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que l'open source est carrément, c'est plus qu'indispensable, c'est inévitable. La base aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire sans. On n'imaginerait pas développer une appli Android sans une brique open source ou déployer un site web sans open source ou faire de l'innovation sans open source. Donc cette première brique, elle est déjà, pour moi, elle est clairement déjà acquise. Voilà, donc ça c'est acquis. Alors qu'est-ce qu'on a chez Orange? Comment ça s'est passé un peu la mise en place des différentes OSPO? En 2010, il y a eu un déclic, on a eu besoin de mettre en place la vérification de la compliance. Ça a commencé comme ça. Donc ça a été l'occasion de créer une gouvernance. L'OSPO, ça n'existait pas, le mot à l'époque, mais ça s'appelait la gouvernance open source, ça s'appelle toujours la gouvernance open source. On a été obligé de mettre en place des process, de l'outillage et surtout un réseau de référents qui font le lien entre les juristes et les projets, qui doivent vérifier le bon respect des licences, le bon respect de la propriété intellectuelle et tout ça. Donc cette gouvernance, elle existe toujours. On a le représentant ici même, on a même un précédent représentant dans la salle.
Et elle se porte très bien. Donc, en plus de la compliance, évidemment, avec le temps, cette gouvernance s'attache à faire de la promotion, elle fait le lien entre les équipes, on fait plein de choses. Voilà. En parallèle, côté Orange France, s'est déployé un autre programme spécifique à Orange France avec des relais qui ne s'est pas vraiment appuyé sur la compliance, mais qui a cherché plutôt à promouvoir l'open source en interne, avec des nouveaux outils, avec tout un panel d'outils, des résultats remarquables et remarqués d'ailleurs, parce qu'ils ont obtenu tout à l'heure le prix de la stratégie open source. Ça, c'est pour nous, dans tout le groupe Orange, c'est un peu le modèle de réussite, parce qu'ils ont vraiment réussi à intégrer une stratégie complète et très très efficace avec des partenaires qui font du support, avec tout un écosystème très bien ficelé. Donc ça, c'est notre deuxième, on va dire, deuxième structure. On a en parallèle, on peut citer côté Orange Network, on a un autre comité qui va s'occuper de gérer tout ce qui est standard, quel standard on va suivre, quelle fondation open source on va adhérer, quel projet à droite, à gauche qu'on doit valider, en fait, tout ça. J'en dis pas beaucoup plus, mais c'est par là, par exemple, qu'on va aller chez ONAP, à quel niveau de stratégie, est-ce qu'on va aller au board, ce genre de gros projet. Ça, c'est notre troisième structure. Ensuite, on a l'OBS, au côté Orange Business Services. Donc, il y a 2 ans, on a monté une OSPO, proprement parlé, ça s'appelait déjà maintenant OSPO à ce moment-là, avec à nouveau des objectifs différents. Un objectif d'abord de compliance, mais aussi de monter une communauté à l'intérieur d'OBS et aussi de participer à la stratégie au sein d'OBS. On peut nommer ensuite des nouvelles OSPO qui sont arrivées via Accessor4, par exemple. On a un représentant ici aussi, OINIS. On commence à voir des structures qui naissent un petit peu partout. Il faut faire travailler tout le monde ensemble. Donc c'est encore un niveau de difficulté supplémentaire. Et donc, si on regarde tout ça, Orange, c'est certes un groupe relativement gros, mais on se rend compte quand même que c'est compliqué. C'est compliqué, et moi, ce que je retiens, c'est que même à l'intérieur du groupe, on a des besoins différents, et pour chaque besoin, on a des réponses différentes. Donc, on n'a pas les mêmes types de structures, on n'est pas organisé de la même façon. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Et après, c'est un petit peu comment est-ce que les autres entreprises, pour faire le partage, comment s'approprier ce retour d'expérience. Je dirais le premier élément, c'est vraiment d'échanger avec l'extérieur. Donc ça, c'est pour ça qu'on est là avec le TOSIT. TOSIT, pour nous, c'est vraiment le moyen d'échanger des expériences, des outils, de faire des projets en commun, d'arriver à faire des projets qui conviennent à tout le monde et à mutualiser les coûts, ce genre de choses. Ça, c'est très important. Et le deuxième élément que je voudrais mettre en avant, c'est justement la Good Governance Initiative. Vous avez déjà peut-être entendu parler. Il y a eu une présentation ce matin. Donc Orange est partie prenante de cette initiative. L'idée, c'était de se demander comment aider les entreprises à structurer leur OSPO quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre, où aller. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc lesquelles on choisit, dans quel ordre, et comment on s'y prend pour chacune de ces petites tâches. Donc la GGI, c'est une méthode pour s'attaquer à la montagne, pour commencer à gravir la montagne étape par étape, en choisissant ses batailles. Et puis aussi en pouvant savoir où est-ce qu'on en est, avoir des métriques, avoir des retours et partager à la hiérarchie, à l'extérieur, voilà où j'en suis, voilà ce que je dois faire, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et sinon, je voulais... non, je vais m'arrêter là, sinon ça va être très long. Je vois qu'il est déjà raté. Merci. Pour les questions. Donc Yann pour Pôle emploi, et après, vous êtes à 14h30, il reste 15 minutes. Je vais aller très vite. Donc, Yann Dodin, donc effectivement, je vais essayer de prendre le relais de Cécile Bléton, qui porte les programmes de transformation et l'architecture à la DSI Pôle emploi. Malheureusement, ça n'aide pas la parité, et c'est un sujet qui est important pour Pôle emploi, tous les sujets RSE
Également, l'innovation. Justement, l'innovation, moi je suis responsable du département innovation à la DSI, et pour nous, il y a un parallèle évident. Et en fait, l'open source, c'est un moyen très fort de stimuler l'innovation à la DSI. Comme ça a été dit précédemment, l'open source, chez Pôle emploi, c'est pas nouveau. C'est vraiment notre SI s'appuie sur des solutions open source. Il y a des contributions qui sont faites depuis longtemps par les devs. Il y a une culture de l'open source qui est fortement présente à la DSI. Ce qu'on a essayé de faire ces derniers temps, notamment avec le TOSIT, avec les partages qu'on a pu avoir avec d'autres organisations, c'est en découpant sur 3 dimensions, donc à la fois sur la dimension usage, sur la dimension organisation, fonctionnement inner source, et sur la contribution et le reversement. C'est de donner des moyens, d'animer et de donner des moyens aux équipes en fait de développer leur usage et leur contribution et leur mode de fonctionnement autour de l'open source. Donc autour de l'usage, comme beaucoup d'organisations ici, on a essayé de mettre en place un radar qui a 2 objets en fait. L'idée d'un côté c'est de présenter les solutions open source qui sont recommandées, dont l'usage est recommandé au sein de Pôle emploi, mais c'est aussi de partager une veille, donc d'avoir un outil qui soit ouvert à tous, à toutes les équipes, que ce soit sur la fabrication, sur l'ensemble des équipes de dev. L'inner source, donc là c'est un sujet qui est poussé au sein de Pôle emploi depuis pas mal de temps. On a notamment un représentant ici qui anime les communautés, donc c'est vraiment toujours dans la même dynamique. L'objectif de décloisonner, de partager, de mettre en place et de mettre en place des partages entre les différentes communautés. Et là aujourd'hui, le sujet dont je vais parler très rapidement, mais un petit peu plus en profondeur, c'est le sujet de la contribution. Effectivement, jusqu'ici on a eu plein de multiples formes de contribution à l'open source chez Pôle emploi, que ce soit les startups d'État qui depuis le départ reversent leurs outils en open source. Tous les outils des startups sont dispo dans leur repo sur GitLab et sur GitHub. On a co-construit il y a quelques années avec le TOSIT des solutions. On a eu des démarches de co-construction avec des ESN. On a contribué à des outils existants de plusieurs manières, que ce soit des outils comme OpenFisca, qui est un outil qui permet de reproduire le système socio-fiscal d'un État, en intégrant en fait les quelques aides de Pôle emploi, par exemple, ou d'autres outils sur le chaos engineering avec Litmus. Là, ce qu'on a fait ces derniers temps, donc c'est effectivement le sujet autour du reversement open source. Il y a le sujet de sécurité, donc s'assurer à la fois qu'on n'expose pas, qu'on sécurise un maximum les outils qu'on reverse. Le sujet juridique, de s'assurer que la propriété, que les licences qu'on utilise sont compatibles avec un reversement. Donc voilà, c'est toute la démarche aussi. On est très très intéressé par Hermine. Et puis c'est aussi, pour nous, reverser un outil, c'est le seul objectif, c'est qu'il soit utile et utilisé. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a fait avec cette démarche de reversement. L'objectif, c'est de donner les clés aux équipes, de les aider de leur donner les moyens, et des équipes de sachants aussi pour les accompagner, les mettre en responsabilité, donc les équipes produits, les mettre en responsabilité sur le reversement de leurs outils. Donc logiquement, l'objectif, ça fait partie quelque part de la mission de Pôle emploi, de contribuer au commun numérique. C'est quelque chose qui est naturel côté PE. Et puis il y a tous les enjeux effectivement de marque employeur qui sont aussi très très importants aujourd'hui pour nous. Et puis les enjeux de conformité, puisqu'on a des obligations de reversement de notre code comme l'ensemble des acteurs du secteur public. Je vais parler très très rapidement de 3 outils qu'on a reversés. Donc premier outil, c'est l'outil Gabarit. C'est les deux premiers outils. Donc Gabarit et Words and Fun ont été développés par l'agence Data Service qui développe nos programmes qui travaillent autour de l'IA. Donc Gabarit, c'est un ensemble de templates projets qui permet, via des scripts Python, de générer un projet avec l'ensemble des outils configurés, une arborescence déjà
déjà bien structuré. Pour ce qui est de Words and Fun, c'est plutôt... on est sur une librairie en fait, qui permet de préparer les données, de faire des pré-traitements des chaînes de caractères de manière data agnostique. Et puis Trad Emploi, c'est un autre type de projet. Là, on est sur un outil qui vise à permettre d'accueillir les demandeurs d'emploi qui ne parlent pas le français. Et pour faire ça, en fait, on a créé d'un côté une expérience utilisateur qui permet d'accueillir du public. Et d'un autre côté, on a fait un hub en fait, qui permet d'utiliser de multiples solutions de traduction les plus performantes. Et surtout, on allait chercher les langues qui répondent aux besoins liés au flux migratoire et aux populations qu'on accueille aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment là aujourd'hui, c'est le focus qu'on a eu. L'enjeu pour nous, c'est de faire d'accompagner, de créer, comme tu disais François, de créer une communauté autour de ces outils, d'animer cette communauté, d'accompagner les utilisateurs qui souhaitent se l'approprier justement dans l'utilisation, dans l'installation, dans l'appropriation et dans la maintenance de ces outils. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est assez fort aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Yann. Pour un remplacement au pied levé, tu t'es très bien débrouillé. Et donc, voilà, on a terminé pour le tour de table. Comme le disait Philippe, n'hésitez pas de toute façon à venir nous voir pendant toute la durée du salon sur le stand A20, le stand du TOSIT. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à vos retours, vos questions, vos remarques. Alors, vous avez vu qu'on a des convictions communes, un engagement commun, mais qu'on y va de manière différente, par des chemins différents. Est-ce qu'il y a des questions, du coup ? Bonjour. Tout d'abord, merci d'abord pour cette présentation, c'était très très bien. J'ai une question qui est ouverte à vous tous en fait. Qui a lancé, disons, le processus de mise en place de l'open source dans vos diverses entreprises et à quels frais ils ont fait face en fait? J'avais un peu la même question, c'est ça, effectivement. Donc, qui a lancé et quels ont été les freins? Et c'est vrai, c'est une bonne question. Finalement, quelle a été l'étincelle? C'est un peu compliqué. C'est des processus transverses. Ça apporte pas vraiment. On peut voir ça que ça apporte pas vraiment de valeur. Donc voilà. Je peux commencer. Ouais, je peux te dire deux petits mots côté Orange. Hein. La première gouvernance, elle est née. C'est pas un secret d'un problème juridique par rapport à la Livebox. C'est clair, sans appel. Côté OBS, c'était vraiment une décision du top management de Philippe Poincaré qui a décidé, qui a dit il nous faut une OSPO, il faut prendre en compte ces problématiques d'open source. Donc c'est encore une autre raison. Côté Orange France, c'est vraiment né de Gilles Vitton qui a monté ce programme de toutes pièces par conviction. Voilà, je pense que ça dépend vraiment des situations. Alors je vais peut-être laisser les autres se prononcer du coup. Côté Enedis, ce qui a motivé la démarche open source, c'est une raison économique. C'est le poids des éditeurs très fort qui a imposé un petit peu leur stratégie. Donc là, il y a eu une intervention au niveau de la DSI de vouloir diminuer cette empreinte et de réduire les coûts. C'est ça donc c'est une démarche du top management qui est venu pour des raisons économiques. Et ensuite, il y a tout s'est enchaîné sur toute la démarche open source, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il faut démêler et tout ce qu'il faut organiser, parce que il y a moins de problèmes économiques, mais il y a aussi, ça soulève plein d'autres problèmes de gouvernance. Moi, j'ai une réponse assez similaire. C'est mon prédécesseur. Donc, en fait, moi et mon prédécesseur sommes et étions en charge de définir toutes les orientations technologiques, les standards techniques pour la banque. Mon prédécesseur était un fort promoteur de l'open source dès qu'il est arrivé sur son poste. Et assez vite, il a réussi à convaincre les différents DSI de la Société Générale de l'inscrire comme un des top programmes à l'agenda de la stratégie IT donc de 2017. Et derrière ça, les succès, la locomotive dont je parlais tout à l'heure, qui est la migration Postgre, qui là aussi a des fondamentaux économiques derrière. Le moteur était économique, a permis
avec un business case positif, de mobiliser plus largement sur les aspects d'autonomie, sur les aspects d'économie, sur les aspects aussi d'attractivité des développeurs, parce que la Société Générale est fortement recruteuse de talents. Donc pour toutes ces dimensions-là, on a réussi à inscrire vraiment le sujet au top niveau de la banque. Dans les freins, je dirais le fait d'être parti top-down avec une intention très forte, ça a quand même permis de lever pas mal de bloqueurs, de mobiliser, d'avoir les DSI. On est parti du coup en 2017. Voilà. On a vraiment aligné le top de la banque sur cette ambition-là. Et forcément, dans l'implémentation, dans le déploiement, il y a toujours des freins. Il y a assez souvent des bonnes raisons pour ne pas utiliser Postgre ou pour ne pas utiliser l'open source. Souvent, on compare deux solutions, entre une solution progicielle, une solution open source, et ça nous arrive souvent de se laisser convaincre sur le fait que l'open source n'est pas 100% adapté à notre besoin. Donc voilà, sur le terrain, ça reste compliqué de convaincre et on a besoin de cette intention stratégique forte pour faire avancer le programme. Je peux donner une réponse très rapide pour SNCF Connect Tech et peut-être, je parle sous le contrôle de Simon, peut-être plus généralement ce que j'ai pu observer aussi à la SNCF, c'est beaucoup d'initiatives individuelles, souvent des gens passionnés, des collaborateurs qui connaissaient cette manière de fonctionner et se trouvaient à un endroit où il y avait un projet, quelque chose à réaliser, des enjeux, et sont arrivés en disant est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de l'open source et peut-être ce qui nous manque, le construire par-dessus, et puis dans un second temps le reverser. Ça a été beaucoup d'initiatives individuelles, de collaborateurs, de passionnés, de gens qui ont porté ça. Et puis, alors au début, il a fallu l'accord de toute la chaîne de management, on va dire. Et donc là, il y a eu, dans ces différents cas, il y a eu un support des managers et puis de la direction, progressivement de plus en plus haut, avec de plus en plus de support. Parce que finalement, les premiers projets, les premières initiatives ont été des succès. Donc les projets métiers se sont bien déroulés. Et du coup, on s'est aperçu, année après année, que ce mode de fonctionnement apportait beaucoup de valeur. Entre la solution classique d'acheter des solutions ou au contraire fabriquer des solutions en interne mais les garder en interne, on avait cette nouvelle manière de fonctionner et année après année on trouve de plus en plus de valeur à ce mode de fonctionnement et c'est pour ça que des initiatives qui sont souvent parties d'en bas aujourd'hui ont de plus en plus de support et sont de plus en plus encouragées de plus en plus haut dans l'organisation. Côté Pôle emploi, je me retrouve aussi dans ce que tu viens de dire. Concrètement, alors c'est mon interprétation personnelle. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel dans la mission de Pôle emploi et la mission de service public qui fait qu'on a beaucoup que ce soit chez les devs, les offres, dans les équipes de Fab, de personnes qui sont impliquées dans l'open source, qui ont fait avancer l'usage de l'open source depuis pas mal d'années chez Pôle emploi. Je pense que ce qui nous a permis de donner un accélérateur, c'est notamment les programmes de transformation du SI, les programmes de transformation de la DSI et le programme de transformation des rythmes de livraison qui ont vraiment inscrit l'open source comme un des axes prioritaires, donc vraiment avec cette démarche open source first qui a permis un petit peu de rejoindre comme tu le disais, d'accompagner cette démarche bottom-up d'une vision qui était partagée avec l'ensemble des directeurs et c'est ce qui nous a permis de donner une dynamique un petit peu plus forte et donc ça se poursuit là aujourd'hui. Il reste 2 minutes. Ouais. Alors il y a 2 questions. Alors on va faire des questions très courtes et des réponses très courtes. Sinon, il y a toujours le stand du TOSIT. Moi, c'est pour le représentant d'Orange que j'ai une question. Donc, j'ai bien compris, Orange, c'est une multitude d'entités juridiques, du coup, une multitude d'OSPO. Alors, je crois savoir qu'Orange France fonctionne avec un réseau de correspondants. Mais du coup, y a-t-il une tentative de mutualisation, de partage d'expérience, d'homogénéisation des politiques entre les différentes entités d'Orange ? Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il y a des structures différentes parce qu'il y a des besoins différents qui sont nés un petit peu comme ça. Donc, c'était bien avant que la mode soit tout organisée en OSPO. Donc, ça s'est construit comme ça. Mais bien sûr, on est en lien. Toutes ces instances-là sont en lien.
On partage beaucoup sur les solutions qui sont mises en place en interne. On fait beaucoup de webinars. On met les gens beaucoup en lien. On a des référents, il y a des relais, il y a des membres de l'OSPO. Ce n'est pas les mêmes noms, mais on fait une communauté globale de tout ça. Donc il y a beaucoup d'échanges. Et puis, oui, voilà. Oui, bonjour. Donc, vous avez parlé beaucoup de reverser, de contribuer à l'open source. Est-ce que vous envisagez de rendre open source les applications mobiles grand public que vous développez ou pas? Oui, alors... C'est question pour tout le monde ou pour... Ouais. On peut déjà considérer que c'est en partie le cas. Si je prends l'exemple de SNCF Connect dont je parlais tout à l'heure, alors tout SNCF Connect n'est pas open source, mais typiquement dans les plateformes qui ont été reversées ces dernières années, il y a par exemple la plateforme TOC, qui est une plateforme conversationnelle pour faire des chatbots du conversationnel en général, qui est utilisée sur SNCF Connect, qui est au cœur de l'expérience SNCF Connect, et qui est utilisée sur de nombreux autres projets de l'entreprise. C'est open source depuis des années maintenant. Donc il y a des outils relativement stratégiques dans l'expérience client sur nos produits qui sont open source. Juste pour côté Orange, la façon la plus rapide de voir tout ce qui est mis en open source, c'est d'aller sur GitHub, par exemple, Orange Open Source, ou GitLab Orange Open Source. Il y a une multitude de projets qui sont publiés ici. Je crois qu'on est au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante qu'il veut absolument poser? Non? Ah, si, une question brûlante. Ça brûle, là. Pourquoi n'y a-t-il pas d'OSPO à SNCF Connect and Tech? Est-ce qu'il y a une contrainte et est-ce que ça faciliterait la gouvernance d'avoir une OSPO? C'est une excellente question. Je regrette que Simon ne soit pas sur la table avec moi. Je peux répondre. C'est un process. En fait, l'OSPO, c'est assez récent comme concept, en fait. En fait, mine de rien, moi, je suis sur le poste depuis 2013, donc moi, je m'occupe de la stratégie open source pour SNCF, pas pour SNCF Connect. Et donc, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose à faire sur l'open source, mais ça venait, ils l'ont très bien dit, d'abord d'essayer de faire des gains financiers. Là, cette maturité de dire que maintenant, il faut faire de la compliance, il faut peut-être reverser, il faut peut-être faire du make together plutôt que du make or buy, c'est assez nouveau. Donc, je pense qu'on va y arriver, en fait. C'est une question de temps. Derrière les OSPO, il y a beaucoup de pratiques, d'enjeux, d'organisation. Et même s'il n'y a pas d'OSPO aujourd'hui à la SNCF ou chez SNCF Connect and Tech, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la recherche d'améliorer les processus et de faire tout ce qu'il y a derrière un OSPO. Donc il y a beaucoup de choses qui, je pense, sont moins formalisées que s'il y avait réellement un OSPO. Mais comme on essayait de le montrer un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se font, qui vont dans le même sens. Peut-être que demain, si on créait un OSPO, ça faciliterait certains de ces processus. Et en attendant, c'est vrai que c'est une manière peut-être un peu plus empirique, mais ça avance aussi, et dans la même voie, j'ai l'impression. Voilà. Et je pense c'est important que ça vienne quand même d'en haut, pour que ça prenne vraiment vie, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a des volontés en bas, ça ne suffit pas, quoi, il faut qu'il y ait vraiment une volonté d'entreprise. Et après, c'est de la pédagogie pour essayer de faire changer l'état d'esprit ou la vision. Voilà. Du lobbying, même. Voilà, on peut dire ça. C'est bon? Merci beaucoup. Bravo, merci.